Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial sur Gabon 24, le conflit homme-éléphant. Un phénomène complexe et préoccupant s'intensifie dans de nombreuses régions du monde où les populations humaines et les éléphants interagissent. Les dommages causés par les éléphants aux cultures et aux habitations humaines, ainsi que les répercussions sur la conservation de ces majestueux animaux soulèvent de nombreux défis. Sur ce plateau spécial, nous allons dans un premier temps faire un état des lieux du phénomène avant de revenir sur le leadership du Gabon en matière de préservation de la nature et de la biodiversité. Pour en parler, nous recevons M. Nikez Moulombi. Il est le président de l'ONG Croissance Saine et Environnement et deuxième vice-président du CSE, le Conseil économique, social et environnemental. Monsieur, bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. À ses côtés, Parfait Edzoetina, il est analyste politique. Monsieur, bienvenue également sur le plateau de Gabon 24. Merci. D'entrée de jeu, Monsieur Nikez Moulombi, quels sont les facteurs qui contribuent à l'augmentation du conflit homme-éléphant aujourd'hui? Déjà, merci pour l'invitation. Je voudrais dire que les facteurs sont des facteurs connus. Notre pays est un pays forestier à la base, mais il y a aussi la question de sa démographie, avec peu de population en zone rurale, mais il y a eu donc une intensification de l'exploitation forestière. Il y a eu le développement de l'exploitation agricole au niveau industriel, mais il y a aussi même l'exploitation pétrolière et même minière. Tout ceci combiné, sans régulation, amené donc avec ce que je pourrais appeler la double face de la conservation, hein, avec une rigueur dans la conservation. Ça a permis donc l'augmentation des pachydermes, mais aussi au niveau de la transhumance, hein, au niveau régional et sous-régional. N'oubliez pas que l'impact de la guerre du Soudan fait que vous avez des animaux qui peuvent fuir, hein, arriver au Tchad, et qui peuvent fuir, arriver au Cameroun et se retrouver au Gabon. La déforestation, l'exploitation minière, la transhumance, des causes voilà, sont toutes utiles pour le développement économique des États, mais qui favorise, qui a un impact sur l'habitat naturel des éléphants et qui les pousse finalement à se déplacer. Et donc, Monsieur Parfait Edzoetina, comment se présentent les dommages du conflit homme-éléphant sur l'homme, entre l'homme et la faune? Comment se présentent finalement ces dommages? Merci encore. Là, vous posez une question essentielle sur la question de la conséquence. Et comme il a si bien rappelé, il fallait lire d'abord ces notions de perturbation, parce qu'il faut savoir qu'au regard de cette anthropisation, de la forte présence de l'homme dans la forêt, puisqu'il appelle de la forêt au départ, effectivement, ça crée une forme de contact entre l'homme et la faune. Et la conséquence plausible aujourd'hui, en zone rurale, c'est que la notion de conflit émane d'une autre notion essentielle qui est la notion de frontière. Est-ce que c'est l'homme qui est allé vers les animaux? Ça, c'est une question dont on pourra débattre. La question inverse, est-ce que ce sont les animaux qui sont allés vers les hommes? D'où la notion de conflit, parce qu'il y a une frontière, il y a une interaction entre les animaux et les hommes. Et ça nous ramène à ce conflit. La conséquence plausible, c'est la destruction des plantations, parce qu'il faut savoir qu'en zone rurale, il y a dans cet habitat, il y a l'habitat, il y a justement des plantations, il y a des activités qui riment pour faire en sorte que ces personnes puissent vivre. Et la conséquence, c'est qu'on voit les pachydermes, notamment, venir vers ces plantations, détruire ces plantations. Et la conséquence aussi, ce sont les pertes en vie humaine, puisque lorsqu'il y a des conflits, il y a ces pachydermes qui se fâchent et qui vont vers ces campements. Et aujourd'hui, on enregistre des cas de mort. Donc, c'est un peu cette notion de frontière aujourd'hui que l'on peut lire qui est très mince maintenant et qui explique cette notion de conflit. Monsieur le vice-président, un conflit aujourd'hui entre les hommes et les éléphants à cause de cette interaction donc, entre les deux parties qui entraîne finalement parfois des pertes en vie humaine. Est-ce que les populations aujourd'hui sont armées pour faire face à ce conflit?
Écoutez, les populations ne peuvent pas être armées. Ce qu'il faudrait dire, c'est que notre pays, le Gabon, qui dès 2017 a décidé à réaffirmer son engagement en matière de protection de l'environnement et de la faune par la création des parcs nationaux, par la création des parcs marins. Certainement, on en reviendrait là-dessus, parce que je crois que le discours du chef de l'État au Kenya était plus que clair, pour lequel nous nous réjouissons. On aura l'occasion de revenir effectivement Voilà. sur le discours du chef de l'État dans la deuxième partie de l'émission. Très bien. Mais aujourd'hui... C'est pour dire qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a eu l'effort de conservation qui est devenu un problème social, économique et même environnemental. Je veux dire, de façon concrète, Monsieur le Président, quels sont les moyens mis à la disposition de populations pour faire face à ce conflit? Malheureusement, les seuls moyens que confère la loi, c'était les battues administratives. Il se trouvait que le pouvoir déchu avait beaucoup renforcé la protection de l'animal que l'humain, alors qu'il suffisait d'avoir un modèle économique qui permettait de concilier. Et à ce niveau, nous avons eu que des annonces où malheureusement les populations n'ont pas eu une certaine compensation. Monsieur Parfait Doitsina, le vice-président du CSE vient de l'évoquer, les battues comme solution. On a parlé également de certaines barrières électriques. Sont-elles efficaces aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'on regarde la carte des parcs nationaux au Gabon, et lorsqu'on essaie d'établir un lien entre le nombre des habitats ou des villages, électrifier le territoire national me paraît un petit peu improbable. La question sociale qu'il a posée, c'était de faire en sorte qu'on trouve les moyens, puisque historiquement, on a laissé les animaux se développer, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de pachydermes. Ça, c'est une réalité. L'autre question, c'est de trouver des solutions. Est-ce qu'on doit passer par des battues lorsque l'on connaît le leadership aujourd'hui de notre pays en termes de protection de l'environnement? Est-ce qu'on doit déplacer ces animaux, puisque étant proches des humains, est-ce qu'il y a plusieurs solutions? Et je pense qu'aujourd'hui, cela passe aujourd'hui par le dialogue, puisqu'il faut parler avec des populations rurales, leur expliquer le bien fondé et trouver des solutions ensemble. L'une des raisons, on le sait, qui motive donc la conservation peut-être accrue des pachydermes, c'est le braconnage. Aujourd'hui, est-ce que le braconnage est une réalité encore palpable dans l'arrière-pays, par exemple? Oui, parmi les causes justement de la perte des cultures, il y a le fait aussi du braconnage qui a donc accéléré cette question. Parce que vous savez, une fois qu'un éléphant s'est senti menacé, il revient sur ses traces et il ne rate personne. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on peut concilier le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Comment ça peut se faire? Il y a eu que ceux qui ont cru bien faire n'ont pas interrogé sociologiquement les populations. Des années durant, les gens ont bien vécu avec ces pachydermes. Nous n'avions pas ces cas de perte où les éléphants arrivent. Sociologiquement, les habitants ont souvent vécu avec ces pachydermes, mais on le sait, elles ont souvent abattu. Et il y a quand même une sonnette d'alarme qui est tirée en disant « Attention, les populations des éléphants disparaissent ». Alors si rien n'est fait, peut-être bien que l'espèce va disparaître. Non, pour le cas du Gabon, ce n'était pas ça. Pour le cas du Gabon, nous avons eu simplement une politique conservatrice, poussée vers les pachydermes. Certes, les pachydermes contribuent à la régénération de nos forêts. Elles contribuent à un meilleur équilibre des écosystèmes par les services qu'elles peuvent rendre. Mais, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un danger permanent avec plus de 13 personnes mortes en 2023. Je pense qu'il est plus qu'important, dans un premier temps, parmi les solutions à apporter, et je me réjouis de ce que
met en place le gouvernement de la transition sous le leadership du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il y a quelques 2 semaines, j'ai eu l'honneur de participer à une réunion où M. le Premier ministre réunissait son ministre de l'Environnement et son ministre de Forêt, afin justement d'avoir une évaluation réelle. Justement, sur parlons de l'évaluation. les Parfait, quelles peuvent être donc quelles sont les conséquences socio-économiques de l'impact de ce conflit homme-faune? On le sait, vous l'avez dit, les pachydermes détruisent, dévastent les plantations. Est-ce que, de toute façon, comment les populations aujourd'hui pourraient arriver à vivre ou à tenir une activité économique dans ce contexte? C'est pour ça qu'il a parlé d'une question essentielle, c'est la question de l'évaluation. Vous savez que les populations, en termes de pachydermes, il faut les réguler. Lorsque les pachydermes deviennent très nombreux, eh bien, effectivement, ces pachydermes occupent plus d'espace. Et donc, il y a une forte cohabitation, il y a des risques de cohabitation avec les humains. La conséquence plausible, on l'a dit, les conséquences socio-économiques, c'est que ces populations rurales qui vivaient des plantations, de la pêche et autres, ces populations finiront par mourir de faim puisque ces pachydermes viennent tout dévaster. La seconde conséquence, c'est l'exode aussi rural, puisque la psychologie de la peur est transmise aujourd'hui à ces populations. Beaucoup n'y vont plus dans nos villages. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ont perdu un oncle, une tante, un frère. Donc, ce déplacement de population des zones rurales vers des zones urbaines crée aussi une forme de pauvreté. C'est pour cela que la question centrale dont il a posé tout à l'heure, c'était d'évaluer. S'il y a trop, il faut diminuer pour que la notion de quiétude revienne auprès des populations. Que la notion de quiétude revienne auprès des populations, on le voit, l'impact socio-économique est fort. S'il fallait laisser un tant soit peu les pachydermes en tant que tels, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le modèle économique dans ces régions impactées par ce conflit? Mais très bien, vous apportez une réponse à laquelle Monsieur le Premier ministre et ses 2 ministres organisaient justement une concertation avant la réunion du Kenya. C'est justement pour essayer de repenser ce modèle. Pourquoi? Parce que non seulement mon collègue à côté a bien parlé de la question de l'exode rural, mais il y a aussi la question du panier de la ménagère qui a flambé dans les foyers de beaucoup de personnes qui n'ont jamais souhaité vivre avec leurs parents. Pas parce qu'ils n'aiment pas leurs parents, mais parce qu'ils avaient plus de dispositions pour construire une maison en zone rurale, sauf que les pachydermes arrivant, une augmentation, une politique trop poussée vers la conservation sans compensation, alors même que des années durant, on nous a rabâché les oreilles en disant « nous allons avoir des financements pour compenser », ce n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, ça devient un problème social, un problème politique. Et qui aujourd'hui met les foyers en difficulté parce que l'exode rural, quand ça se passe, ça arrive chez vous, vous avez des chambres avec votre épouse, vos enfants, ben vous n'avez pas prévu vivre avec votre mère ou avec la personne qui vit. Donc, ce problème devient véritablement une préoccupation, un problème national, mais beaucoup plus aujourd'hui un problème international. Et comme vous avez dit que nous reviendrons en seconde partie, et je pourrais vous dire justement les préconisations qui commencent à arriver. Le rôle des ONG, comment les ONG interviennent-elles dans ce conflit? Quel est leur rôle concrètement? Mais écoutez, notre rôle, premièrement, c'est de faire le constat de ce que nos populations sont violées dans leurs droits. Ça, il faut le dire. Parce que quand vous avez ça se traduit, cette violation des droits? Comment ça se traduit concrètement? Mais elle se traduit par la perte de vos cultures. Vous savez que beaucoup de nos parents nous ont envoyés à l'école, mais grâce à ces plantations. Si on vous entend, on a l'impression qu'aujourd'hui, les pachydermes ont plus de droits que les populations. Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça que cette question est une préoccupation prise en compte par le CTRI, par la nomenclature même du nouveau ministère. Donc, il y a donc un ministère de l'Environnement en charge du conflit homme-faune. Donc, cette problématique devient un agenda politique.
Mais il faut aller très vite parce que de toutes les façons, chaque jour, les éléphants ne cessent de faire des ravages, au point de se poser la question, est-ce que nous avons suffisamment interrogé sur le plan sociologique tous les mécanismes possibles? Parce qu'on ne peut pas s'interroger sur le fait qu'un éléphant arrive dans un village et décide de saccager que les 3 maisons des 3 chefs dans la zone de Lugoï-Vindo. C'est incroyable. Bon, alors on peut se dire, le phénomène il n'est pas, on peut peut-être se dire, si vous permettez, on peut se dire que bon ben, comme l'éléphant a une nuit très développée et que de toutes les façons, quand vous le brutalisez, il garde et il revient sur le chemin, je ne pense pas quand même que ces 3 chefs, au regard de leur âge, sont allés sur le terrain. Mais sociologiquement, nous devons nous interroger. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, est-ce que c'est réellement une question d'augmentation? Existe-t-il des solutions, des exemples de succès, de résolution du conflit homme-faune sous d'autres cieux? Oui, sous d'autres cieux. Par exemple, en Asie du Sud, en Inde, par exemple, l'éléphant, aujourd'hui, aide au développement agricole. Et même dans le cas des déplacements, au Kenya, c'est la même chose. En Afrique du Sud, c'est la même chose. Mais est-ce que nous avons suffisamment poussé nos recherches? D'où l'intérêt pour nous de renforcer la recherche scientifique, de mettre de l'argent dans la recherche scientifique pour essayer d'avoir des solutions alternatives. Donc, les barrières dont on nous parle, c'est une arlésienne pour le Gabon. Et je suis d'avis, les barrières n'ont aucune efficacité, nous sommes d'accord. Les barrières ne peuvent pas être une solution pour le Gabon. Ce n'est pas une solution pour le Gabon. Mais il faudrait... Pensez-vous qu'aujourd'hui, au regard de nos habitudes, de nos réalités locales, il y a quand même une possibilité pour utiliser les éléphants en tant que moyen de subsistance pour les populations? Vous savez, la relation entre l'homme et les pachydermes et les animaux date depuis. Vous savez que la question aujourd'hui du conflit est un phénomène. On peut l'appréhender aujourd'hui comme un phénomène. Ce qui suppose qu'au préalable, il y avait une forte relation entre les populations rurales et les animaux. C'est comme il l'expliquait, ce sont la façon dont on a conçu la politique de développement durable en faisant en sorte qu'il y ait cette mesure de conservation qui en fait avec pour conséquence plausible l'augmentation des pachydermes. Ça, c'est le premier fait. L'autre conséquence, c'est qu'il y a eu rapprochement, puisqu'il y a augmentation, il y a évolution, il y a rapprochement entre l'homme. Et enfin, le questionnement est là, c'est de savoir comment aujourd'hui les ONG, l'État, tout le monde peut trouver des solutions durables. La question n'est pas de repousser ce que les autres ont fait en disant il faut tuer en masse. Il faut voir comment, avec des habitudes africaines, comment nous avons existé avec ces animaux-là. Sous d'autres cieux, on en parlait, on pense par exemple au tourisme. Monsieur Moulombi évoquait des pays comme l'Inde, certains pays de l'Asie du Sud-Est, où les éléphants sont parfois utilisés à des fins touristiques. Vous pensez que c'est possible chez nous? Mais il faut quand même savoir que lorsque l'on parle de l'Inde, l'expression totémique même de l'Inde, c'est l'éléphant. C'est comme on est chez nous en Afrique. Le totem chez moi, dans ma culture, dans mon clan, c'est l'éléphant. Ce qui veut dire que je me dois d'avoir une relation protectrice particulière avec l'éléphant. Et lorsque l'on va en général, les Africains ont une relation avec les animaux par leur expression totémique. Ce qui veut dire que culturellement, c'est possible. Il faut simplement faire en sorte que lorsque l'on nous amène des notions extérieures de protection de l'environnement, il faudrait que nous puissions l'adapter à nos réalités culturelles, locales. Mais justement, pouvoir l'adapter à nos réalités culturelles, qu'est-ce qu'on entend par cela? Comment ça peut se faire concrètement pour arriver justement à cette cohabitation pacifique entre l'homme et l'éléphant? Écoutez, il faut redéfinir le modèle économique. Et ça passe par des études. Le Premier ministre, je peux le dire, parce que j'ai assisté à cette réunion, est clair. Il le souhaite et il veut avoir
aujourd'hui un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle Monsieur économique. Nicaise Moulombi, vous sur savez, cela. Deuxièmement, dans notre pays, d'une région à une autre, les modèles économiques ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des réunions où l'agriculture est beaucoup plus mise en avant. Il y en a d'autres où c'est par exemple la pêche qui est mise en avant. Il y a d'autres encore où c'est l'exploitation minière. Est-ce que repenser le modèle économique signifie qu'il faudrait avoir un modèle économique homogène sur tout le pays ou bien dans tout d'abord, premièrement, il faut arriver à faire la régulation. Il n'y a pas de... Il faut se regarder devant la face. Il n'y a pas de langue de bois, il faut faire la régulation. En Europe, particulièrement la France, que nous connaissons mieux, quand il y a plus de loups, on décide d'en abattre. Parce que, préalablement, les scientifiques ont mené les études. Mais nous avons une autorité scientifique au Gabon, qui est le CNRS. Justement, quelles sont ses conclusions? Qui ne demande qu'à travailler, et comme vous le savez, au lendemain du discours du président de la transition Ndende sur la problématique du conflit homme-faune, nous avons organisé une table ronde au CNRS. Quelles sont les conclusions de cette table ronde? Nous avons interrogé les chercheurs. Les chercheurs sont clairs. Nous pouvons concilier la vie des pachydermes et la vie humaine, ainsi que les cultures. Elle passe par quoi? Par tous les modèles possibles. Mais on nous a imposé que des barrières. Mais la barrière n'est pas la solution ultime. On peut aller au-delà. Et ceci demande au travail, et je pense que nous sommes en train, dans le cadre des programmes, nous sommes en train de travailler au terme des références qui seront proposées au gouvernement dans quelques semaines avec le CNRS. Monsieur Nickel, pour que nous arrivions... Est-ce que ces barrières-là ont quand même obtenu quelques résultats quelque part? Ici au Gabon, par exemple. En toute honnêteté, les éléphants sont arrivés à contourner la petite charge électrique que ces barrières pouvaient apporter. Donc, ceux qui ont réussi à obtenir les résultats ont amené plus d'efforts humains à dormir moins et à faire la surveillance de leur plantation. Et deux fois, pour certains, en tirant en l'air, en faisant des sommations pour que ces éléphants puissent partir. Donc, nous avons simplement besoin de comprendre. Et il y a aussi certaines plantes qui peuvent repousser, et des études le démontrent. Donc, nous avons besoin de regarder, est-ce que dans notre écosystème, cela est possible? Mais, comme vous le savez, il y a 8 mois dans notre pays, cette question était résolue à un seul individu. Exactement. Et donc, malheureusement, le fait que cela a été résolu à un seul individu qui avait le pouvoir de l'ubiquité, omnipotent, omniprésent et omniscient, a fait que les éléphants ont continué à tuer Bien, et depuis les humains. 8 mois, je pense qu'on a mis un terme finalement à cette gouvernance. Monsieur Parfait Zoïtsina, finalement, ce modèle, celui des barrières électriques qui pourraient avoir des résultats plutôt insignifiants pour l'instant, est-ce que s'il est étendu, s'il est élargi à des plus grands espaces, cela pourrait quand même essayer d'atténuer un tant soit peu ce conflit? C'est pour ça que je disais que dans la quête des solutions, et comme l'a si bien dit, les ONG, les chercheurs ont démontré que mettre les barrières partout n'était pas qu'une solution. Ça, c'est les moyens techniques. Il y a des moyens humains. Vous savez qu'il y a des écogabs. Est-ce qu'ils ont cartographié les zones à risque? Parce que nous, qui sommes ici en ville, nous voulons savoir quelles sont les populations les plus importantes en termes de pachyderme, par province, par zone, quels sont les impacts, dans quel espace on enregistre plus de morts. À partir de ces éléments, il se pourrait qu'à partir, on pourrait mettre des barrières dans des zones rouges que l'on pourrait dire, où il y a plus de conflits. Deuxième chose, il faudrait que l'on affecte. Il faut une affectation des agents qualifiés. Donc les écogardes doivent être dans ces milieux pour des raisons de sécurité.
Parce que lorsque l'on remet la seule sécurité qu'à un villageois, moi je pense que c'est une forme d'abandon. Je pense que l'État doit être présent dans ce sens aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. L'État doit être présent. C'est la fin de la première partie. On verra dans la deuxième partie donc, les mesures qui sont prises par l'État pour essayer de venir à bout de cette problématique qui fait rage à l'intérieur du pays, que celle du conflit entre l'homme et l'éléphant. On se retrouve juste derrière. Deuxième partie de ce plateau spécial consacré à la problématique du conflit homme-éléphant. Le conflit homme-éléphant, le combat pour la survie. Nous recevons M. Nikez Moulombi, il est le président de l'ONG Croissance, Saine et Environnement et deuxième vice-président du Conseil économique et social et environnemental. Et à ses côtés, M. Parfait Edzoetina, il est analyste politique. M. Parfait Edzoetina, aujourd'hui, le Gabon mène une diplomatie environnementale dynamique. Quels peuvent être les objectifs de cette diplomatie environnementale? Vous savez, là, vous posez une question fondamentale parce qu'en ce début du XXIe siècle, avec tout ce que l'on perçoit, toutes les perturbations climatiques que l'on enregistre, il est impérieux pour un État qui a un couvert forestier assez riche comme notre pays de définir le contexte nouveau, c'est-à-dire définir une économie verte. La diplomatie, c'est simplement la capacité de l'État à vendre l'économie verte, c'est-à-dire vendre ses forêts, les eaux, les parcs nationaux, vendre les stratégies de conservation, de protection, de développement durable, puisqu'il s'agit maintenant de cela. Donc, la diplomatie, c'est cela. Ce n'est plus une économie basée sur la destruction de la nature, mais c'est une économie qui est en phase entre l'économie et l'écologie. C'est vers ce dualisme-là que l'on pourrait parler aujourd'hui de diplomatie environnementale. Monsieur Nikez Moulombi, je me tourne vers vous. Vous étiez récemment avec le chef de l'État à Nairobi, au Kenya, où votre délégation a pris part à la 6e Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement. À vous également, quels sont les objectifs visés aujourd'hui par la diplomatie environnementale du Gabon? D'abord, il faudrait dire qu'il y a une nouvelle perspective et un nouvel horizon qui s'ouvre dans cette diplomatie environnementale. Premièrement, les acteurs de la société civile, notre organisation, nous avons été honorés d'avoir été invités par le chef de l'État à faire partie de sa délégation pour prendre part aux travaux de la 6e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, même si une de nos membres avait été sélectionnée parmi les 3000 soumissions au niveau mondial sur les 145. Donc le Gabon a été honoré, puisque une de nos membres a été sélectionnée. C'est pour vous dire que c'est une très bonne chose. Et nous voudrons rendre ici hommage au chef de l'État qui a compris qu'il faut enfin valoriser des compatriotes qui se battent pour cette cause et qui essayent de vendre l'image de notre pays sans entendre de fois en retour les bienfaits de cela. Et en termes de résultats, M. Moulombi, quelles sont les principales réalisations de cette diplomatie environnementale? Les principales réalisations de cette diplomatie environnementale, pour le CTRI, si vous voulez le dire, ne peut pas déjà être évaluées, mais de manière concrète. C'est que ce qui ne pouvait pas se dire il y a 6 mois commence à se dire. On l'a entendu, par exemple, à Dubaï, le président de la République s'est exprimé en disant oui, effectivement, il y a ces suggestions de la part de la communauté internationale dans la préservation, effectivement, de notre environnement, mais à quel prix? Ça dessine une certaine trajectoire? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler que nous avons eu des imposteurs dans ce pays qui nous ont étouffés parce que ils estimaient, comme je disais, il n'y avait que eux qui avaient ce pouvoir de l'ubiquité, de tout faire, mais si ce n'est rien faire, parce que nous comptons le nombre de morts. Et dans le discours du chef de l'État au Kenya, il est arrivé avec un chiffre de 12 disparus. Mieux, le chef de l'État nous dit, réaffirme son engagement environnemental, mais pas pour plaire à ceux qui sont prompts à sanctionner
C'est le chef de l'État qui le dit. Ça voudrait dire que le chef de l'État s'est rendu compte en 6 mois que le problème du conflit, que le conflit homme-femme devenait un problème social, économique et environnemental. Et donc, il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? C'est de dire, nous avons contribué avec 88% de couverts forestiers, avec près de 27% de parcs marins protégés, avec plus de 100 millions de tonnes nettes de crédit carbone qu'on nous a vanté par le monde en disant que le carbone du pays du Gabon était le meilleur carbone, mais qu'on n'a plus pu vendre. Donc ça veut dire que nous étions face à une imposture. Mais M. Mulumba, est-ce que finalement ce discours est entendu? M. Parfait Zoetina, je me tourne vers vous. Non, mais ce discours, je termine, ce discours commence à être entendu parce qu'il se trouve qu'au Kenya, il y a des organisations au niveau international qui partagent maintenant le même point de vue que le président de la transition gabonaise, qui disent oui, il est important de concilier les deux, mais de tenir compte des populations. Et c'est pour ça que dans quelques temps, sans trahir un secret, vous verrez ici des délégations qui viendront grâce au développement du tourisme communautaire autour des parcs. Pas pour venir dans le cadre des parcs nationaux ou pour le carbone, mais grâce à la décision du chef de l'État à déclasser une partie du parc Onga-Ongé, et ça a marqué la communauté internationale, et nous avons eu des échanges des avec actions en vue en faveur des populations. En faveur des populations, et c'est ce qui est important. Parce que ces populations qui sont aujourd'hui dissimées, qui sont obligées de partir de leurs habitats parce qu'il y a le conflit homme-femme, mais ce n'est pas ceux il y a 6 mois à qui on devrait demander, mais que cela ne tienne. La communauté internationale sait qu'elle doit avoir un autre regard avec le Gabon. Mais il y a 6 mois, ce que le président est en train de dire, aucune autorité ne pouvait le dire, si ce n'est que les ONG que nous sommes, mais en contrepartie, nous avons été purement et simplement exclus de tous les financements. De plus en plus entendu, M. Parfait Zoetina, un discours du président de la République qui est donc entendu, comme vient de nous le confirmer M. Nikes Molombi, qui était bien présent donc à ces assises de Nairobi. Est-ce que finalement c'est cette nouvelle approche donc, du président de la République qui a donc tenu à faire une place de choix dans les populations impactées par les pachydermes, donc qui sont sollicités pour être protégés, qui a fait en sorte finalement que cette communauté internationale ait un regard différent? Mais bien sûr, vous savez qu'un chef d'État doit avant tout se battre pour la cause de ces populations. La cause étant nationale, mais la protection étant internationale. Ce qui veut dire que dans la diplomatie environnementale, il y a la diplomatie du financement de la taxe carbone, parce que nous consentons, nous faisons des sacrifices à protéger notre environnement pour le bien de l'humanité, puisque étant un poumon du monde. Donc la question se pose, si on protège, il faut donc la question de la compensation. Pourquoi la compensation? Il est fort éloquent dans son discours parce qu'il vient parler à la communauté internationale pour dire « je protège ma population, c'est bien, mais mes populations en pâtissent. » Pourquoi? Parce que lorsque l'on protège, eh bien, il y a une forte population en termes de pachyderme qui impacte sur le plan social, économique. Alors, on vient de la voir en exclusivité, donc cette information de M. Nikes Molombi qui parle de l'arrivée prochaine des experts qui viendront accompagner donc, les populations pour essayer de mettre en place des mécanismes. Ils viendront accompagner le Gabon au bénéfice des populations. Au bénéfice des populations. Ce qui ne se disait pas, et je pourrais aller plus loin, le chef de l'État dit ceci au Kenya. Il nous faut apporter plus de justice dans la gouvernance environnementale globale. Mais ça, nous l'avons dit des années durant. On nous a marginalisés. C'est le chef de l'État qui vient de le dire. Donc, voici une des raisons pour lesquelles nous soutenons le CTRI. Premièrement. Deuxièmement, il dit ceci. Créer les conditions pour la valorisation économique du capital naturel et faire preuve de solidarité face à l'impérieuse nécessité du développement
de l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut développer l'Afrique en tuant ses compatriotes au bénéfice des pachydermes? Impossible. Alors, Donc, très bien, c'est un discours fort intéressant, et d'ailleurs, on l'a déjà dit, qui a été entendu, mais quelque part, oui, on fait venir des hommes pour accompagner effectivement le Gabon, mais il reste quand même une question fondamentale. À Dubaï, un fonds de dommages avait été décidé. Ce fonds a du mal à être alimenté. Que faut-il faire davantage pour qu'aujourd'hui, finalement, ceux qui polluent la planète consentent à mettre les moyens pour aider les pays qui subissent le plus les effets à la fois des changements climatiques, mais aussi ces pays qui conservent leur environnement naturel et la biodiversité au bénéfice donc de la planète. alors, Vous posez, excusez-moi, mon cher René, vous posez une question d'ordre international. C'est la question des relations internationales cette question définit les rapports entre le Nord et le Sud. Si le Nord subventionne le Sud, ça veut dire que le Sud pourra devenir un jour le Nord et le Nord pourra devenir le Sud. Donc la question du financement est liée à la question de puissance. Quelle sera la nature des relations si les poumons du monde, donc l'Amérique latine et l'Afrique, recevaient plus de milliards sans que cette partie du monde demande encore à l'Occident. Donc ça va tuer ce que l'on va appeler le rapport de dépendance historique. Par la mise en place de ces poumons verts, de la protection de l'environnement, nous avons l'impression que c'est le Sud qui deviendra au centre du monde. Donc, la question de la puissance se pose. Si on finance, le Sud devient plus fort que le Nord. Et donc, d'où ces rapports de force qui voudraient que le Nord ne puisse pas volontairement financer le Sud. On le voit bien, les gouvernements sont soutenus par les organisations de la société civile pour pouvoir justement peser dans le cadre des négociations. Est-ce que c'est aussi par cela que finalement les pays du Sud pourront obtenir gain de cause? Mais tout à fait. Et je pense que, rendons à César ce qui est à César, le président Oligui l'a bien compris. On aurait pu se retrouver dans les conférences. Je suis allé à Brazzaville, je suis allé à Dubaï. Nous avons eu l'occasion, en 14 ans, je suis allé à une conférence États-Unis-Afrique, mais j'ai rencontré le chef de l'État une fois en 14 ans. En 6 mois, à nos frais, nous sommes allés au Congo. Le chef de l'État a su que nous étions là. Il a demandé notre avis, notre point de vue. Nous sommes allés à Dubaï. Il a su que nous étions là. Il nous a reçus, il a demandé notre avis. Et il nous a fait l'honneur d'être de sa délégation. Il y a déjà un changement de paradigme. Il y a déjà une prise en compte de l'effort national. Il y a que les Gabonais peuvent faire et que les imposteurs qui nous ont baladés et qui nous ont fait dire, grâce aux annonces des financements ou pour lesquels nous n'avons pas eu d'impact sur les populations, il faut maintenant s'asseoir et redéfinir ce nouveau mode économique et faire en sorte que tout ce qui a été promis au Gabon pour l'effort de conservation ait un esprit humain. Parce que 14 ans durant, les financements qui ont été annoncés, mais qui malheureusement n'apparaissent même pas dans les lois des finances et qui peuvent être considérés comme un détournement des fonds et dont nous attendons toujours le CTRI qui devrait aussi nous faire le point parce que c'est bien que de retrouver des fonds dans les maisons des uns et des autres, mais il y a eu quand même des fonds qui ont été annoncés et dont nous n'avons pas eu l'impact. Donc, aujourd'hui, il est important quand même, permettez, de dire que nous sommes d'autant plus heureux d'accompagner, parce que nous avons retenu ceci. Toujours le chef d'État qui dit ceci. Au cours de l'année 2023, nous avons déploré d'énormes dégâts dans les cultures des paysans gabonais. Et surtout, une douzaine de pertes en vie humaine. En 14 ans, qui est allé devant la communauté internationale dire que nous avons perdu 2 Gabonais ou 3 Gabonais. Au cours de ce sommet, il n'était pas uniquement question du conflit homme-éléphant. Non, mais c'est-à-dire il a également été question de la lutte contre la pollution plastique. Non, j'en viens. Est-ce que les soutiens aux PME, par exemple,
dans la fabrication des corbeilles en liane ne pourraient pas constituer des solutions palliatives, M. Parfait-Zotina, et des sacs en papier, pourquoi pas, des solutions existent, mais on retrouve encore tous des sacs plastiques sur le territoire national. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des solutions comme ça en accompagnant des PME locales? C'est pour ça que je disais que dans cette perspective économique, dans la notion d'économie verte, effectivement, c'est comme il l'a si bien dit, il faut intégrer les nationaux. Lorsqu'on parle de sachets, on parle de sachets plastiques pour en liane, ça veut dire que c'est une conception locale. Il faut donc des locaux pour définir cette stratégie. Et en amont, il y a la volonté du chef de l'État qui voudrait que, effectivement, les Gabonais puissent faire de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une disposition, une possibilité de faire en sorte que ces Gabonais aient accès à ces fonds? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'être accompagnés? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité de créer ces sachets? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une ouverture, il y a un espoir. Comme il disait, il y a le vent. Il y a cet esprit qui a été vanté peut-être pour ailleurs en disant on disait qu'il y avait un financement et finalement les populations ne recevaient rien. Moi j'ai l'impression que ce nouveau paradigme nous amène à matérialiser justement la volonté du chef de l'État qui voudrait que les Gabonais soient à l'aise, qu'ils soient dans des zones rurales, qu'ils soient en ville par les mécanismes de création d'emplois et justement le sac en liane en est une. Des mécanismes de création d'emplois, M. Nikes Moulamba. Oui, on a vu au cours de ce sommet, Moulombi autant pour moi, on a vu au cours de ce sommet la signature par le ministère du conflit homme-faune de deux protocoles d'accord avec des firmes multinationales et des ONG pour la formation des éco-gardes. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore prioritaire d'abord de chercher à venir sécuriser ces éléphants ou plutôt de trouver les moyens de mettre en place justement des activités génératrices de revenus pour permettre aux populations de mieux vivre? D'abord, le CTRI vient de faire un pas significatif en prenant une ordonnance sur la problématique des sachets plastiques. De cette ordonnance, il va se créer un commerce donc circulaire autour de la chaîne de valeur du sachet plastique pour créer les emplois. Comme vous le savez, je suis membre du comité d'orientation de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et j'ai obtenu, non seulement ma structure a obtenu un financement de la francophonie sur justement l'utilisation et la valeur économique apportée autour du sachet plastique. Donc, cette ordonnance va donc faire accélérer le processus de chaîne de valeur pour qu'il se crée de l'emploi. Nous avons fait de la sensibilisation sur ce domaine à Kanda, à la mairie d'Akanda, à la mairie d'Ovendo, au 6e arrondissement, à la mairie d'Ontoum. Nous sommes en phase de mobilisation d'un second financement pour essayer d'impacter. Mais dans le cadre de la RSE, nous sommes déjà en discussion aussi avec certaines firmes pétrolières, sans les citer maintenant, qui veulent effectivement faire accélérer ce processus. Donc la loi est arrivée, c'est une bonne chose. Le Gabon utilise encore énormément de plastique. De façon concrète. Quand je prenais un cas pratique, oui, mais de façon concrète, nous avons un savoir-faire, oui. Nous avons une matière première. Oui. Nous avons les résidus, mais même les résidus de bois. Les résidus de bois. C'est une question de volonté politique. Pourquoi ne pas encourager des initiatives dans le sens justement de trouver des contenants palliatifs justement au plastique? Mais cela existe. Tout est une question de volonté politique. Mais rien ne peut vous étonner. Le coup de libération arrive pourquoi? Mais parce que nous étions dans une algérienne où nous avions des imposteurs qui nous faisaient vendre des pays en château de sable. Maintenant, cette volonté vient de s'exprimer par un dispositif normatif qui est l'ordonnance. Il faut maintenant aller plus loin. Il y a encore des financements qui n'ont pas été mis en œuvre liés à la conservation. Nous allons nous asseoir pour le gouvernement en tête desquels, pour permettre justement à la PME gabonaise d'aller un peu plus loin. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a des compatriotes qui sont déjà dans la transformation du déchet plastique. On ne saurait parler d'environnement sans évoquer cette question
à côté de la lutte de la pollution plastique, il y a la lutte contre le changement climatique. Comment faire face à cette vague de chaleur insupportable qui accable les habitants des pays traversés par l'équateur? Et ce n'est pas la chaleur. Si ce n'est pas la chaleur, ce sont les inondations. Comment la communauté internationale accompagne le Gabon aujourd'hui, qui est un modèle écologique, à faire face à tous ces défis environnementaux? Écoutez, premièrement, nous devons présenter les risques liés au climat auquel notre pays. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec le chef de l'État et c'était pour moi l'occasion de lui transmettre de manière solennelle le travail que nous avons réalisé depuis 2018, qui aurait pu engranger autant de milliards si le pouvoir déchu avait compris que nous ne l'avons pas fait pour nous et que c'était un financement de la Banque africaine de développement, le chef de l'État, à ce travail. Deuxièmement, il est important de montrer aux yeux du monde la question de l'adaptation. Vous voyez les régions côtières. Vous partez d'Ovendo au Cap. Quel va être le coût? Et donc, nos efforts aujourd'hui, en matière d'environnement, en matière de protection de la forêt, doivent nous permettre d'engranger de l'argent et régler ces questions d'adaptation. Donc, l'adaptation devient aujourd'hui un enjeu, que ce soit à Port-Gentil, que ce soit à Coco Beach. Et de l'autre côté, il y a toute la question du financement, mais qui passe par un renforcement des capacités. Mais des années durant, ce pouvoir déchu a favorisé les universités internationales. Au lieu de favoriser les chercheurs gabonais, c'était des études, etc. L'heure est arrivée pour que nous nous mettons dans des task force de réflexion pour rédiger des projets qui doivent être bancables. Et nous avons la chance d'avoir des autorités à très haut niveau qui acceptent de porter ce plaidoyer. Monsieur Parfait Zoïtsina, une vision noble et futuriste justement pour arriver à régler un certain nombre de problèmes, mais en attendant, les Gabonais ressentent cette chaleur suffocante. Les Gabonais ont parfois les pieds dans l'eau en ce qui concerne les inondations. Aujourd'hui, quelle peut être la marge de manœuvre pour notre pays justement pour pouvoir faire face à ces défis? Je vous disais que la question climatique, il faut quand même le rappeler, est une question globale. C'est pour cela que les chefs d'État appellent à la communauté internationale. Il faut donc asseoir d'abord une approche holistique parce que les grands pollueurs dont on parle aujourd'hui et la conséquence plausible, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, au Japon, tout ce que l'on voit aujourd'hui, ces raz de marée, ces vagues de chaleur, n'est que la conséquence justement de la pollution du réchauffement climatique. La question initiale, comme je l'avais dit, la question nationale, c'est de savoir qu'est-ce que le Gabon fait du point de vue national. Vous savez que le Gabon est un pays leader en matière de protection de l'environnement. Ces efforts ne peuvent pas diminuer la chaleur au Gabon, puisque c'est la canicule, ce sont les vents marins qui viennent d'une région à une autre, puisque dans ces vents marins, il y a cette canicule-là qui provoque les vagues de chaleur. On l'a si bien vu en Afrique de l'Ouest avec la Canne, comment est-ce qu'il y avait la chaleur. Donc, ça part le phénomène El Niño, la rencontre entre les vents secs et les vents chauds, qui traversent une partie du continent et qui crée ce que l'on va appeler la chaleur, l'augmentation liée justement au réchauffement climatique. C'est pour cela que je disais au départ, comme il a si bien dit, bien qu'il y ait des décisions nationales, mais les conférences aujourd'hui montrent à suffisance qu'il y a ce que l'on appelle l'urgence climatique, d'où la prise de conscience. Et justement, on constate quand même que malgré tout, les effets de ces changements climatiques se font de plus en plus ressentir. Est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, par exemple, nos écoles soient et qu'il y ait des climatiseurs à l'intérieur pour que les enfants puissent faire face? Parce que les enfants aujourd'hui également succombent à cette vague de chaleur. Est-ce qu'on peut imaginer demain, on l'a vu du côté du Qatar, pour pouvoir faire face justement à la vague de chaleur lors de l'organisation de la Coupe du Monde, on a dû mettre des climatiseurs dans les stades pour que les gens arrivent à faire face à la chaleur. Est-ce que si on n'arrive pas finalement à trouver des solutions en tant que telles, on va penser à mettre des climatiseurs dans les salles de classe? Non, je pense que pour le cas du Gabon, nous avons encore un meilleur couvert forestier, on peut tout dire. Donc nous sommes aidés par cela. Nous voyons que notre politique en matière
de récupération du CO2 autour de 50% marche bien. Le gaz aujourd'hui qui était torché, donc qui aurait pu provoquer encore plus de chaleur et réinjecter pour en faire du gaz. C'est des efforts. Et la transition vient d'inaugurer il y a quelque temps à Port-Gentil et ça va se poursuivre pour permettre de développer le sud du Gabon, Mayumba et Langoudi qui a un déficit énergétique. Mais nous pouvons aussi faire des constructions durables dans les établissements. Hein. Donc des constructions durables en regardant la question d'efficacité énergétique. Bon, est-ce qu'il est important aujourd'hui d'avoir de la tôle bac totalement couvert? Est-ce qu'il n'est pas important d'avoir de grandes fenêtres, des matériaux adaptés à notre environnement? Et ça, c'est possible. Alors, c'est pour ça que je commence même par m'inquiéter quand je me rends compte que ceux qui étaient spécialistes pour les questions d'énergie fossile, donc du pétrole, arrivent maintenant et commencent à demander au président de la transition plus d'espace de couvert forestier, alors que des années et des décennies durant, ils n'ont pas apporté un développement. Ils n'ont pas apporté un développement, malheureusement. C'est sur ces mots que nous allons devoir nous arrêter. Monsieur Nikez Moulombi, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. On pourrait vous inviter à nouveau pour un prochain numéro et débattre de ces questions qui vous passionnent tant. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous débattions donc de la question du conflit homme-faune, le combat pour la survie, et nous recevions M. Nikez Moulombi, qui est le président de l'ONG Conservation Croissance Saine Environnement. Croissance Saine et Environnement, j'y arrive, et également deuxième vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Et à ses côtés, pour en parler, nous recevions M. Parfait Edzo Etina. Nous n'avons pas pu épuiser toute la question tellement elle est large, mais on espère qu'on aura d'autres occasions de le faire. Merci de nous avoir regardés et restez sur Gabon 24, nos programmes se poursuivent.